fois n'est pas coutume, je décide de quitter la chaleur de Lomé et me voilà transporter comme par magie sur les trottoirs de Paris. Mon point de chute va me permettre de traverser la capitale d'est en ouest pour voyager dans l'histoire en empruntant uniquement la ligne 1 du métro. Première étape, le château de Vincennes. Avec son donjon culminant à 52 mètres, ce château fort, royal, datant du XVIe siècle, est le plus grand subsistant en France à nos jours. Toute première ligne inaugurée en juillet 1900 pour desservir les lieux où se déroulaient les Jeux Olympiques, la rame du métro a depuis lors été totalement automatisée. Elle me conduit donc à vive allure à ma prochaine étape. Les trains au départ de la gare de Lyon acheminent les voyageurs vers le centre et le sud-est de la France. Ceux qui restent dans le quartier peuvent alors déambuler le long du viaduc des Arts, une ancienne ceinture ferroviaire aménagée depuis en boutique dédiée aux métiers d'artisanat d'excellence. Les parois de la station Bastille relatent les heures de la Révolution française. La prison forteresse a depuis longtemps laissé place à la colonne de Juillet. Au métro Saint-Paul, les promeneurs du dimanche peuvent flâner sur la place des Vosges, l'une des plus anciennes places de Paris. Fief des institutions municipales depuis 1357, l'hôtel de ville arbore les anneaux olympiques. Paris recevra de nouveau les Jeux d'été en 2024. Le réseau de transport du Grand Paris est apparu comme un atout de la candidature parisienne. Immortalisées dans le roman d'Émile Zola, les halles qui ravitaillaient durant des siècles la capitale ont été détruites en 1969 pour donner naissance au Forum des Halles. Nœud central du réseau ferré d'Île-de-France, il demeure l'emplacement stratégique pour faire les magasins. Un autre temple de la consommation a rouvert ses portes après 16 ans de fermeture. Lové entre la rue de Rivoli et les bords de Seine, la Samaritaine, joyau architectural du XIXe siècle, a retrouvé ses lettres de noblesse. D'ailleurs, j'y rejoins mon amie Guillemette de Montmagny, impatiente de me faire découvrir des créateurs garants du savoir-faire français. La French Touch, c'est quand même le savoir-faire français, la transmission et c'est le luxe. Le luxe, c'est le vêtement unique, c'est la création d'un bijou unique que vous allez aussi découvrir place de la Concorde, tout près de la Concorde. Avant de nous y rendre, Guillemette, une escale incontournable dans l'histoire s'impose en visitant le Louvre. Résidence royale depuis le XIIe siècle, elle sera finalement abandonnée par Louis XIV qui lui choisira Versailles afin de centraliser son pouvoir après avoir vécu la Fronde lorsqu'il était enfant. Le Louvre deviendra musée dès 1793, en pleine Révolution française. Commandée par le président François Mitterrand à l'architecte Pey au début des années 80, la pyramide est alors loin de faire l'unanimité. Son style futuriste est jugé totalement inadapté au classicisme de l'architecture. Néanmoins, depuis, ce projet est devenu un monument devant lequel se pressent des millions de visiteurs. Deuxième plus grand musée du monde après celui de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie, il recèle quelques 35 000 œuvres. Dissimulées derrière l'Académie française, dans la cour du Palais Royal, les colonnes de Buren firent éclater en leur temps une autre polémique. Leurs opposants reprochaient alors de défigurer un site historique classé. Sous les arcades de la rue de Rivoli, le métro poursuit sa trajectoire et dessert l'immense place de la Concorde. Séparé de sa jumelle qui orne toujours le temple de Luxor en Égypte, l'obélisque domine avec majesté l'un des lieux les plus symboliques de la capitale. Dans ce quartier emblématique du luxe à la française, le 6 rue Saint-Florentin abrite depuis 30 ans la boutique d'Éric Schex. Ce créateur de robes et de bijoux est aussi mécène, collectionneur de pierres et d'œuvres d'art. Le couturier designer s'attache à transmettre l'esprit du beau sous toutes ses formes et privilégie l'excellence. Sensible aux couleurs chatoyantes du pagne africain, il ne finit pas d'étonner par la finesse de ses créations sur mesure. Sa clientèle lui fait d'ailleurs confiance depuis ses débuts, à l'instar de l'impératrice Faradiba,
sa plus fidèle amie. Un sac porte d'ailleurs son nom. Ça permet donc d'avoir la coiffe, fond, tout à fait, d'avoir une coiffe qui ne bouge plus, voilà. Et on prépare les coiffes comme ça et après on les double. Voilà. Je sais pas ce que ça donne de dos. Ah oh, c'est beau. Avec les pans, parce qu'on met aussi on agrémente avec des pagnes découpées, vous le voyez, puis avec les pans qui tombent dans le dos. On a découpé les fleurs, on a remis sur le tuile ici dans la branche. C'est ce qu'on appelle la perle de la raie. Ah, c'est de la raie? C'est de la raie, c'est du galucha. D'accord. Waouh. Édifié pour l'exposition universelle de 1900, le pont Alexandre III est une débauche de décoration. Ainsi, l'ouvrage compte pas moins de 22 sculptures, 32 candélabres et plusieurs dizaines d'éléments allégoriques qui offrent un décor de rêve aux photographes. Plus loin, les Champs-Élysées, théâtre de scènes de liesse comme de protestation, accueillent les enseignes les plus convoitées du monde. Parmi elles, une adresse mythique suscite toujours un vif intérêt. Eimere Ategi m'invite à découvrir son célèbre établissement. Et voilà, ça c'est l'accueil au Fouquet's. Ici, voilà, donc c'est vraiment le cœur historique de la brasserie. C'est un lieu qui a été classé à l'inventaire des monuments historiques. Comme vous pouvez le voir, toutes les boiseries ont été classées. Elles sont là depuis donc 1899, la date de création de la brasserie. Vous y retrouvez également les portraits Harcourt qui sont là depuis le début. En fait, c'est un partenariat qui a été fait avec les célèbres studios Harcourt, un studio parisien qui prend depuis des années maintenant en photo toutes les plus grandes célébrités françaises. Là, pour la petite anecdote, la table préférée d'Édith Piaf se trouve ici parce qu'en fait, ce qu'elle aimait, c'est que depuis cette place-là, elle pouvait voir absolument tout le monde, mais elle n'était vue de personne, entre guillemets. Depuis sa création, depuis le début du XXe siècle, donc début des années 1900, le Fouquet's a un lien vraiment très très fort avec l'univers des arts dans sa globalité, mais surtout l'univers du cinéma. On accueille depuis toujours un grand nombre d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs. Et donc pour nous, c'était aussi important de les voir aussi affichés au mur et de continuer à entretenir ce lien. Depuis 45 ans, le Fouquet's accueille chaque année le dîner de gala des Césars. Une chose qui est très importante aussi et qui est vraiment typique du Fouquet's, ce sont nos rondes serviettes gravées. Je vais vous les montrer. Et donc en fait, en général, on retrouve les rondes serviettes sur ces tables-là, donc la table des habitués, puisque pour nos meilleurs clients, c'est les gens qui viennent à peu près voilà, chaque jour au Fouquet's ou des personnalités emblématiques, on leur remet un rond de serviette gravé à leur nom. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils retrouvent ce rond de serviette sur la table à leur emplacement. Ce sont des petites cuisines, voilà, parce que c'est une brasserie qui existe maintenant depuis 120 ans. Donc c'est pas forcément les cuisines modernes avec de l'espace comme on peut avoir aujourd'hui dans les nouveaux restaurants. Le plat emblématique du Fouquet's, c'est l'un des plats les plus commandés. Le fish and chips aussi. C'est assez étonnant, mais le fish and chips fait partie de nos meilleurs plats. Donc là, on est au cœur du restaurant Le Joy, qui est le restaurant de l'hôtel, qu'on a relancé suite au Covid avec un nouveau concept. Les recettes peuvent provenir de recettes internationales, mais par contre, les ingrédients proviennent uniquement de France. France métropolitaine et Outre-mer, forcément. Mais par exemple, ici, au sein du restaurant Le Joy, vous ne retrouverez pas de chocolat, parce qu'on ne produit pas de chocolat en France, que ce soit en métropole ou en Outre-mer. Donc c'est un restaurant où vous n'aurez pas de gâteau au chocolat en dessert. Non, on a quand même des très beaux produits. Et c'est ça qui est aussi sympa dans ce challenge, c'est qu'on a redécouvert aussi les productions françaises. Et par exemple, le poivre, en fait, on se rend compte qu'on ne produit pas de poivre en France, parce que quand je vous parle d'aliments, c'est les ingrédients, la matière première, mais c'est aussi les épices, les condiments. Et donc le sel en France on en a, par contre le poivre pour le coup c'est plus compliqué et on a réussi à trouver un poivre de Sichuan qui est produit en Bourgogne. Mais c'est très spécifique et il y a très très peu de producteurs.
C'est une petite bulle de sérénité et en plus ça vous permet ici de voir la configuration de l'hôtel, puisque tous les immeubles là qui nous entourent, c'est l'hôtel. Exactement. En fait, l'hôtel est composé de différents immeubles que l'on a rattachés les uns aux autres. Donc au total, nous avons 101 chambres et suites qui sont soit dans un style haussmannien, soit dans un style plus moderne en fonction du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Mais elles ont toutes la même décoration et toutes ont été décorées par Jacques Garcia. Je crée des vêtements pour des femmes qui veulent avoir des pièces dans lesquelles elles se sentent bien tous les jours, des pièces intemporelles qui traversent le temps. Je suis engagée pour une fabrication durable avec un savoir-faire artisanal. Toutes les pièces de la marque sont fabriquées à Paris, dans notre propre atelier qui ne fabrique que pour la maison Koshka. Nous avons également un service de demi-mesure et personnalisation de nos collections. Et aujourd'hui, nous présentons notre collection capsule au Phuket, sur les Champs-Élysées. Un prestigieux monument situé sur la ligne 1 du métropolitain vient de connaître à son tour sa période de controverse. En effet, l'Arc de Triomphe, qui couronne la plus célèbre avenue du monde, reprend doucement ses airs classiques de chef-d'œuvre bicentenaire. Emballé pour seulement 15 jours en hommage posthume à l'artiste Christo, il aura fait grincer des dents bon nombre de détracteurs d'art contemporain. Je trouve que l'art, c'est ce qui reste de plus important et je trouve ça très dommage pour eux d'avoir ce genre d'idée. Je sais, j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu passer les choses. Mais justement, j'avais pas envie d'adhérer à ça et c'est pour ça qu'on s'est mobilisés. On a dit on va venir passer la journée et vraiment le voir et en profiter vraiment. Une fois bien ficelé, l'arc aura suscité l'enthousiasme de milliers de touristes et de Parisiens. Je suis très impressionné. Je suis venu hier et j'ai passé des heures à cet endroit, ici. J'ai fait 5 millions de photos. 25 000 mètres carrés de toile en polypropylène recyclable et 3 km de cordes habillent le monument de façon très précise selon les plans déjà prévus en 1962 par Christo. L'artiste empaquetait des lieux de la vie quotidienne qu'on finit par ne plus regarder afin de les mettre en valeur et que l'œil se pose à nouveau dessus, disait-il. C'est un monument, quand on est parisien, qu'on ne regarde plus. Et là, comme tout le monde, il suscite un vif intérêt. Du coup, on le redécouvre, voilà, et de façon un peu, je sais pas, comme une mariée, sous de très beaux atours. Une opération visiblement réussie. Plus de 1000 personnes ont contribué à la réalisation de cette performance. Les parties les plus fragiles de l'Arc de Triomphe ont été protégées par des structures métalliques. L'installation aura coûté 14 millions d'euros, entièrement autofinancée par la vente des œuvres du couple d'artistes. C'est d'autant plus magnifique que c'est quelque chose d'éphémère, juste 15 petits jours. Tout ce travail pour 15 petits jours, c'est quand même fantastique. « 35 ans après avoir emballé le Pont Neuf, Christo et Jeanne-Claude, son épouse, ont donc renouvelé leur exploit, mais hélas, sans pouvoir l'admirer. La ligne 1 du métro enjambe enfin la Seine et vient finir sa course sous la grande arche de la Défense, au cœur du quartier d'affaires de la capitale. Un parcours de 16 km et demi, effectué en seulement 36 minutes, permet à plus de 185 millions d'usagers par an de voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. Je peux maintenant rentrer, bien certaine que Paris sera toujours Paris.